Je suis Solange, coordinatrice de la programmation et je veux offrir notre bienvenue à ce webinaire. J'aimerais vous présenter brièvement le réseau de coordination des conseils. Le RCC est une coalition regroupant les 8 conseils provinciaux et régionaux pour la coopération internationale. Ces conseils luttent pour la promotion de la justice sociale et du changement social à travers le monde et représentent plus de 350 organisations de la société civile diverses à travers le pays, d'un océan à l'autre. Les conseils sont des leaders dans l'engagement du public et le réseau offre une plateforme nationale qui permet aux conseils de collaborer pour améliorer leur efficacité et identifier des priorités communes en matière d'action collective. Pour en savoir plus sur le travail du réseau, veuillez consulter notre site web ou nous suivre sur les médias sociaux. Avant de rentrer dans notre contenu, aujourd'hui, nous voulions reconnaître que nous tenons ce webinaire à Mi'kmaqui. C'est les terres ancestraux et non cédées du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est recouvert par les traités du paix et de l'amitié entre les Mi'kmaq, Wolastoqiyik ou connus en tant que Malécite, et Passamaquoddy, qui ont été signés avec la couronne britannique en 1726. Nous demandons à tout le monde de garder cette réalité à cœur et de penser aux terres sur lesquelles nous nous trouvons pendant notre webinaire aujourd'hui. Je trouve que c'est important de le garder en tête, de reconnaître et honorer les terres sur lesquelles nous nous trouvons. Le RCC travaille avec plusieurs différentes communautés à travers le Canada, incluant les Premières Nations, les Métis et les communautés inuites, ainsi que les communautés à travers le globe dans le développement international. Nous trouvons que c'est important de réfléchir sur cette réalité, de tirer des leçons de notre histoire colonialiste et d'essayer de comprendre la manière que ces histoires intersectent avec les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui en essayant de créer un monde qui est plus juste, équitable et durable. On vous invite à utiliser la boîte à clavatage pour vous introduire et d'où que vous nous rejoignez et aussi d'offrir vos commentaires sur les sujets de notre webinaire aujourd'hui. Tout langage inapproprié ou qui peut amener tort aux autres ne sera pas toléré. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de questions et réponses pour poser des questions à nos panélistes. Nous allons introduire notre animatrice, puis après ça, on va avoir une discussion avec nos panélistes et une période de questions et réponses. Notre webinaire aujourd'hui est animé par Sydney Pigot. Elle est une leader dans le domaine de l'impact social, une chercheuse et une militante pour l'équité des genres et la justice sociale à l'échelle mondiale. Elle est actuellement chargée de l'impact social chez Shopify, où elle mène des programmes d'éducation pour les jeunes sous-représentés dans le domaine de la technologie et de l'entrepreneuriat avec des partenaires du monde entier. Avant de se joindre à Shopify, elle a occupé des postes de direction chez Elevate et le YMCA Canada. Elle est également membre du comité consultatif du réseau Avenir égalitaire. Sydney a présenté ses travaux sur l'équité du genre dans plusieurs forums internationaux, notamment la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes, la conférence Women Deliver, la conférence de l'Union interparlementaire pour les jeunes parlementaires et le RightsCon. Elle apporte une perspective féministe intersectionnelle à tous ses travaux, inspirés par son fier héritage afro-antillais. Sydney, la parole est à vous.
Merci beaucoup, Solange, et bienvenue à tout le monde. Comme Solange a dit, on va avoir de l'interprétation pour la séance aujourd'hui, mais la conversation va être surtout en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander en français, mais pour aider pour l'interprétation, on va passer la conversation en anglais. Merci beaucoup de m'avoir ici aujourd'hui avec vous. Je suis vraiment content d'être ici avec cette incroyable panéliste aujourd'hui. Je vous rejoins de la territoire du traité 6, qui est le territoire des Mississauga of the Credit, mais plusieurs autres Premières Nations aussi. Veuillez, s'il vous plaît, partager votre localisation dans le clavardage. C'est mon plaisir d'introduire nos panélistes aujourd'hui. Je trouve que c'est incroyable qu'on a un panel exclusivement composé de femmes. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive depuis longtemps. Je suis très excité pour cette discussion. Nous allons commencer avec Amanda Hendry, qui est militante pour les personnes sourdes et malentendants. Elle lutte pour les justices sociales. Elle a un diplômé en politique publique et elle travaille dans l'explication des OBNL et la programmation. Amanda a travaillé sur la communication et programmation sur Reimagine 17 et était une représentante de la jeunesse pour RCC en 2019 pour une commission sur le statut des femmes. Elle a appris rapidement l'importance de militer pour les besoins d'accès, étant donné qu'elle a des euh, soutien technologique pour l'aider avec son ouïe. Elle met de l'avant trois piliers, la Journée internationale pour les personnes de différentes capacités et des travailleurs de Nouvelle-Écosse aussi. On a aussi Lauren Roberts avec nous. Elle est présentement spécialiste des médias numériques dans le Conseil de coopération internationale du Manitoba. Elle a étudié les conceptions numériques à Winnipeg et s'est diplômée avec honneur. Elle est passionnée pour la durabilité, la guérison des écosystèmes et l'égalité des genres au Conseil à Manitoba. Elle essaie de faire des connexions entre toutes les personnes du Manitoba dans les plateformes numériques. Elle aime beaucoup être actif dans son temps libre. Elle écoute la musique très fort en travaillant, est entourée par des phrases inspirantes, incluant une citation de Maya Angelou de faire le mieux que vous pouvez jusqu'à ce que vous en saviez plus. Une fois que vous en saviez plus, il faut faire mieux. Finalement, nous avons Brianna Long, qui a grandi sur les îles des Mi'kmaq, particulièrement pour les pronations de cette région. Elle a eu la chance de grandir sur leur territoire. Elle est la coordinatrice pour les programmations féministes et passionnée pour la décolonisation, l'égalité des genres, une protection contre les abus, l'exploitation sexuelle et le militantisme pour les travailleurs et travailleuses de sexe. Elle participe sur des comités avisoire et travaille avec des comités professionnels. Elle est présentement à l'Université de Carleton pour son doctorat en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales féministes. Comme vous pouvez le voir, un panel incroyable que nous avons ici. J'ai aussi reçu une note qu'on va avoir un sondage que nous allons vous présenter pour savoir votre point de vue sur votre utilisation des intelligences artificielles et des outils numériques dans votre travail. Donc, veuillez s'il vous plaît participer pour informer notre panel. Et pendant que vous y répondez, je vais commencer notre discussion. Notre première question, peut-être un peu difficile, mais je pense que c'est un excellent panel pour en parler. C'est au sujet de la communication éthique. C'est quoi les pratiques en communication éthique que nous devrons mettre en œuvre pour la solidarité internationale? Et je vais commencer avec Amanda. Merci, Sydney. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai hâte à participer dans cette discussion. Ceci est une excellente question parce que ça dépend beaucoup sur notre perspective sur les communications éthiques, ce que nous voyons comme les besoins et qui qu'on considère comme notre public. De mon point de vue,
les publics avec lesquels je travaille, principalement, ont plus de besoins en termes d'accès, ont besoin de considérer plus d'éléments. C'est de se dire, bon, est-ce qu'il faut garder ces besoins en tête en sachant que ce ne sont pas nécessairement les mêmes? Euh, Normalement, on utilise d'autres sens. Moi, je suis sourde, comme qui a été mentionné. Donc, des fois, il faut faire les choses un peu différemment. On ne peut pas avoir une conversation entièrement orale et s'attendre que je comprenne ce que tout le monde est en train de dire. Donc, fréquemment, quand ça vient de communication, il faut essayer de comprendre c'est qui que nous adressons, dans quelle façon est-ce qu'ils vont comprendre des informations et de quelle façon est-ce qu'il faut les présenter et quels outils est-ce que vous aviez à votre disposition pour faciliter cette conversation. Fréquemment, quand je pense aux conversations, c'est euh, à deux parties, c'est pas juste dans une direction. Donc, quand je veux communiquer avec quelqu'un, ben, fréquemment, je n'ai pas toutes les connaissances ou fréquemment, j'ai pas les expériences pertinentes. Donc, j'ai besoin d'avoir une conversation, d'avoir des retours pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que je communique avec vous d'une façon qui vous fait sentir à l'aise, qui est inclusif et d'une façon qui vous permet de comprendre l'information sans trop de mes communications, de mes interprétations, que ce soit en raison du langage ou la façon que nous percevons nos langages. Donc, quand ça vient aux questions des communications éthiques, pour moi, ça dépend beaucoup sur la transparence, nous qu'on se retrouve, d'être honnête au sujet de notre position et aussi d'être prête à dire, bon, dans cette situation, je sais que tout le monde va avoir accès de manière numérique et c'est pas tout le monde qui peut utiliser les accès numériques de la même façon. Donc, qu'est-ce que moi j'ai besoin de considérer pour pouvoir communiquer dans une façon qui comprenne où que les personnes se retrouvent, mais aussi pour pouvoir communiquer les informations aux autres d'une façon qui leur sera utile. Donc, c'est mon expérience de fréquemment ne pas recevoir toutes les informations. Donc, c'est de comprendre si l'information est inclusive, si c'est pertinent, si c'est accessible au niveau du langage. Et donc, ça, c'est un autre aspect, un élément actif de comprendre si on communique d'une façon qui fonctionne pour les autres. Pour moi, c'est ça que je pense est inclus dans une communication éthique, d'être transparente avec notre position et de reconnaître qu'on n'a pas toutes les connaissances et d'être capable de dire, bon, moi, j'ai pas toutes les connaissances, je vous contacte en transparence avec ce fait et on va se parler, on va trouver la meilleure façon possible pour le faire. Oui, absolument. J'adore ta réponse, Amanda. Lauren, est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur la commission éthique dans votre travail? Oui, premièrement, je voulais vous remercier. Je suis très excité d'être ici, de participer avec cette incroyable panel. Je veux mentionner que je veux rejoindre Winnipeg. C'est le territoire du traité 1, le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Dakota, des nations d'Aînés et le territoire traditionnel des peuples Métis. En termes de les pratiques en communication éthique, j'ai beaucoup aimé la façon que Amanda l'a lancée que la communication, il faut être clair et euh, véritable et responsable. Il y a tous ces éléments qui sont impliqués. Moi, j'ai trouvé qu'il y a quelques documents qui sont vraiment excellents que j'ai retrouvés. Un qui est les 10 principes de les récits numériques. Je vais essayer de partager un lien dans le clavardage pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Mais c'est une excellente point de repère pour les personnes qui débutent dans cet espace, mais je pense que c'est une excellente référence pour tout communication numérique. Et ça nous amène à penser au fait que nous avons toutes et tous des biais et que ce n'est pas mon récit, que le consentement, c'est pas simplement cocher une boîte, c'est une communication continuelle. Et chaque fois qu'on travaille en communication, il faut qu'on s'assure que c'est toujours une conversation à deux parties
Et ce que moi, j'essaie toujours de garder en tête, c'est l'idée de rien à notre sujet sans nous. Donc, même si nous essayons d'amplifier la voix des autres, on ne peut pas juste prendre une entrevue puis partir à la course avec. Il faut garder la connexion, revoir ce qui va être fait, nous assurer qu'on fait une présentation avec laquelle ils et elles sont confortables. Donc, pour moi, une connexion éthique, c'est beaucoup axé sur ce dialogue. Un autre excellent document qui a eu beaucoup d'attention médiatique, c'est le guide de langage inclusif de Oxfam qui a été lancé mars passé. Ça a des excellentes euh, éléments guides dans ce guide pour l'utilisation d'un langage qui est éthique. Il faut qu'on soit en apprentissage continu. Donc, ça, c'est juste deux exemples qui pourraient être une bonne point de départ pour différents individus. Mais il faut qu'on se rappelle que nous sommes toujours en apprentissage, en croissance. Nous n'allons pas être parfaits ou parfaites. Et donc, de garder ça en tête et de s'assurer qu'on fait tout le recherche qui est nécessaire, qu'on explore différentes possibilités et en apprenant qu'on continue de grandir, d'apprendre et de continuer sur ce cheminement vers la communication éthique. Donc, peut-être je partagerai ces liens dans le cavernage pour tout le monde. Ça serait excellent. Nous adorons les ressources ici. C'est toujours utile de pouvoir y retourner par après. Et nous parlons de la communication, différentes personnes qui reçoivent les communications de différentes façons. Donc, ça prend du temps pour digérer, intégrer. Donc, pour tous les panélistes ou les personnes participantes, si vous vouliez partager des euh, ressources dans le cavardage, on est toujours intéressé de les voir. Brianna? Oui, quand je pensais à cette question, je pensais plus en lien avec mon rôle dans la communication de différentes idées. Moi, je suis une de plusieurs personnes qui est responsable pour partager nos communications en ligne, enracinées dans des points de vue féministes, anticapitalistes et antiracistes, décolonialistes. Et donc, moi, je ne me considère pas une experte en communication, mais je suis une personne militante qui a eu la chance d'apprendre de mes collègues qui offre une incroyable panoplie de perspectives sur qu'est-ce que c'est la solidarité internationale pour eux. Et donc, quand j'ai des questions qui ressortent, j'ai la chance d'avoir accès à ce réseau. Donc, j'ai une collègue, une militante pour les droits des personnes en situation de handicap qui nous met de l'avant l'importance d'accessibilité, de langage clair. On a dit une militante pour la justice climatique autochtone que les communications sont les plus puissantes quand ils ont des messages forts qui sont amusants et légères et pas trop professionnalisés. Donc, les communications sont vraiment plurielles, je pense. Donc, j'ai quatre éléments que je voulais couvrir. Je vais commencer avec la dernière. Je crois que la communication, telle que Amanda et Lauren disaient, elles ont besoin d'être transparentes. Et je pense que la perfection, c'est une attente colonialiste qui bloque une communication. Et donc, présentement, je lis un texte que j'ai écrit par avance à cause de mon TDAH. J'ai fréquemment, je perds le fil de mes pensées qui nuit à ma confiance. Donc, d'avoir écrit les choses en avance. Donc, et c'est important de se rappeler qu'on ne va pas répondre de manière parfaite. Mais un élément qui est clé dans notre organisme, c'est décentraliser les communications. Donc, c'est très commun pour les organismes de identifier une membre senior, d'être le porte-parole pour avoir un message consistant. Mais moi, je crois que pour bien représenter les forces vives diversifiées dans la solidarité internationale et justice sociale, c'est d'avoir des voix diversifiées qui agissent en porte-parole. Donc, l'important, c'est de savoir quand on peut prendre un pas de recul puis permettre à d'autres de se mettre de l'avant. Ça met de l'avant une imagination plus radicale, et il faut qu'on essaie de s'assurer que les communautés qui ont été marginalisées de manière historique puissent parler avec leur propre voix
et mettre de l'avant des récits qui ont fréquemment été supprimés ou adoptés par le système colonialiste. On voit de plus en plus une augmentation de l'utilisation de termes tels le décolonialisme qui deviennent bon, plus populaires et ça a mis de côté d'autres idées par avant. Et quand on essaie de décoloniser quelque chose comme la communication, ce n'est pas une finalité que nous allons trouver, c'est toujours un processus. Ne sera jamais décolonisé en termes d'état d'être, mais qu'il faut le continuer. Mais il faut s'engager avec les impacts profonds du colonialisme, d'agir en une autoréflexion continuelle et de prioriser les voix de les communautés elles-mêmes au lieu de simplement s'ancrer sur le nouveau mot du jour pour essayer de rester pertinent. Et tel qu'Amanda a dit, l'inclusivité le langage, je pense que le jargon technique est colonialiste et inaccessible. Nous travaillons dans un secteur très diversifié où les barrières de communication sont nombreuses. Et alors, mettre de l'avant l'inclusivité, ça veut dire utiliser un langage simple, réduire le contenu présenté en texte, peut-être mettre plus d'images et d'essayer d'assurer que des textes descriptifs pour les photos sont inclus. Si un texte est trop complexe pour une langue simple, on devrait le garder pour un discours scientifique plutôt qu'une communication publique. Et mon dernier point que je voulais mettre de l'avant, je pensais que c'était important de considérer notre rôle dans la solidarité internationale et leur lien avec un système capitaliste qui nous enlève notre agentivité. Et je dis ça sur tous les panels auxquels je participe, mais je pense qu'il faut qu'on analyse et rejette les relations hypocrites que nous avons avec le secteur coopératif. Je pense que leur financement réduit notre capacité de parler de la façon qui est authentique pour nous. On ne peut pas parler des réalités de les personnes qui font la défense des territoires en même temps que nous acceptons le financement de compagnies qui sont implicites dans ces actions. Il faut soit contre les extractions d'énergie fossile et les personnes qui financent les actions qui sont prises contre les communautés autochtones, contre les femmes à travers le monde. Avec de plus en plus de emphase qui est mis sur le langage qui est utilisé dans notre secteur et dans nos communications, il faut que nous agissons de manière éthique. Donc, quand on parle de pratiques de communication éthique, il faut qu'elle soit intimement liée avec des actions éthiques aussi. Incroyable. J'apprécie tellement toutes les différentes réponses et points de vue que vous pouvez offrir de vos positionnalité, et bien, il y a quelques thèmes qui ressortent. Le fait que la communication, c'est un dialogue, on cherche un engagement avec le public, il faut comprendre donc le public et s'adapter sur les besoins de ce public. Une autre chose qu'on avait vue, c'est le sort de langage que nous utilisons et je pense que c'est vraiment intéressant la façon que nous pouvons renforcer les divisions entre le Nord et le Sud international ou d'autres division en utilisant beaucoup de jargon, d'acronymes, des mots qui sont des défis à comprendre, que ce soit dans des différentes éducations ou une communication en deuxième, troisième langue. Donc, je trouve intéressant de penser toutes les différentes façons que vous amenez ces idées dans vos travaux. Un autre élément qui est intéressant pour la communication, c'est que ça opère sur tellement différents niveaux. Il y a une communication individuelle, mais aussi une communication organisationnelle ou systémique qui travaille pour des fois renforcer les inégalités. Donc, je trouve intéressant d'entendre la façon que vous vous approchez toutes de cette idée de communication éthique sur ces différents niveaux. Et ça pourrait ajouter à cette conversation ou peut-être l'amener dans une autre direction. Mais la prochaine question, c'est en lien avec l'utilisation de communication de technologie pour la communication. Donc, il y a beaucoup de communication émergente. Par exemple, tenir des événements sur Zoom, c'était beaucoup moins commun. Ça fait 3 ans. Utiliser les médias sociaux, l'utilisation des intelligences artificielles pour créer des communications, pour interagir dans des espaces liés à la solidarité internationale. Donc, je serais intéressé de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des
technologies émergentes et leur influence sur vos communications. Et alors, je vais commencer avec Lauren cette fois-ci. Moi, je pense que c'est vraiment important de le considérer et c'est quelque chose qui est en évolution parce que les espaces numériques, les technologies sont constamment en train de changer, même ceux on connaît bien comme Twitter qui a changé de manière drastique. Donc, c'est une discussion continuelle et je pense que Twitter, c'est une excellente place pour commencer quand Elon Musk a pris contrôle toutes ces questions en lien avec bon, les aspects éthiques, les changements ont lancé et ces discussions ont pris beaucoup d'ampleur. Et il y a quelqu'un qui s'est mis de l'avant pour dire on ne considère pas vraiment l'aspect éthique de d'autres médias sociaux tels que Meta. Est-ce que ça, c'est un espace éthique? Et c'est vrai, quand nous utilisons ces plateformes, nous sommes un peu obligés de faire comme que ils veulent. Et il faut penser à comment que fonctionne l'algorithme, comment est-ce que je peux avoir le plus d'impressions et le plus de likes, ou de mentions M. Et il faut se rappeler que le nombre de mentions M, ça n'a pas de réflexion nécessaire sur la qualité du travail qui est produit. Et c'est difficile. Ça dépend aussi d'où que vous venez. Est-ce que vous avez des bailleurs de fonds qui demandent un certain niveau d'impression quand vous faites vos rapports? C'est quoi les attentes à lesquelles vous faites face? Et je pense que cette conversation est très importante. Je dirais pour notre organisme, avec le dialogue autour de Twitter X, on voulait arrêter d'utiliser X parce que ça soutenait plus les sortes de valeurs que nous avons. Mais après ça, il faut justifier ces décisions avec vos bailleurs de fonds. Bon, nos impressions sur les médias sociaux sont baissées parce qu'on a arrêté d'utiliser une plateforme pour telle raison. Donc, ça peut être un grand défi de répondre aux technologies émergentes déjà, mais en apprenant de plus en plus au sujet de les impacts qu'elles ont en utilisant, ça a d'autres effets. Mais je voulais dire, pour les technologies émergentes, il y a un travail que je fais du travail en lien avec la production de vidéos. Et donc, des petits clips qui sont beaucoup plus populaires qu'ils étaient maintenant. Avant, on lançait une vidéo, on le regardait du début jusqu'à la fin. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui va en tirer 10 secondes, il va éliminer le contexte de ce qui l'entoure et ça peut être lancé dans une complètement différente direction. Alors, il faut considérer cet aspect-là aussi dans le changement de technologie et les interactions médiatiques que ça crée. Je crois Amanda mentionnait aussi les compétences, les capacités. Il y a tant de plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui et par exemple, Threads sort et là, tout le monde veut aller sur cette nouvelle plateforme. Mais avons-nous la capacité, avons-nous suffisamment de temps dans notre journée pour configurer un nouveau compte sur Thread, par exemple? Donc, lorsqu'on explore de nouvelles technologies comme ça, je n'ai pas de réponse toute faite, bien sûr, mais l'une des choses que moi, je suggère, c'est de tenter de trouver du temps, ne serait-ce que 5 heures par semaine, euh, où on s'attache à lire les mises à jour et les nouvelles fonctions des plateformes qu'on utilise. Donc, peut-être que si Teams fait une mise à jour, on peut prendre un temps intentionnel pour se former, se garder tenu au courant et éviter en fait de se faire dépasser par le roulement continu du développement des nouvelles technologies. Donc, je crois que c'est une suggestion que j'aurais de planifier du temps dans vos opérations et vos pratiques pour pouvoir vraiment continuer de faire une formation continue sur les plateformes technologiques. Super recommandation. Je travaille dans une compagnie technologique et j'ai toujours du mal à rester au fait de toutes les nouvelles outils, les nouvelles technologies à notre accès. Et comme Brianna le disait, ce n'est pas une question d'être parfaite, c'est une question d'être ouverte à l'adaptation, euh, à apprendre l'utilisation de nouvelles technologies parce que bien sûr, on est dans une époque de désinformation et qui peut vraiment nuire au travail qu'on fait. Maintenant, j'aimerais entendre Brianna un petit peu plus sur ce qu'elle pense des technologies émergentes et des communications. Oui, ce sont des questions très intéressantes. Il y a tellement de choses en émergence et qui changent rapidement. Et l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est la cohérence, la consistance, spécifiquement en matière de coopération internationale. Il faut comprendre qu'il y a certaines plateformes
qui sont utilisés massivement dans l'hémisphère sud, par exemple, et on doit s'assurer qu'on doit donc rejoindre toutes les plateformes selon les différents pays où on travaille. Je crois que l'augmentation des outils de communication n'amène pas juste davantage de quantité, mais aussi plus de besoin d'inclusivité dans la façon dont on utilise ces outils. Et donc, à Videa, ce qu'on voit, que notre équipe et notre personnel arrivent à participer à l'exercice de partage d'informations cruciales, ne serait-ce que dans des ateliers, des webinaires, dans le secteur parce qu'il y a une augmentation des plateformes numériques et la présence numérique devient de plus en plus commune dans notre secteur. Et donc, l'an passé, nous avons tenu une conférence numérique où nous avons animé avec des technologies nécessaires sur le terrain pour pouvoir parler avec plus de 20 000, pardon, plus de 2000 jeunes de la Gambie sur la question de l'équité des genres, par exemple. Et donc, les connaissances continuent de s'accumuler, ce qui fait que l'action économique et financière pour des petites organisations artistiques ou culturelles devient de plus en plus accessible. Et donc, je crois que cela a à faire avec certaines notions socio-économiques et des barrières économiques qui ont empêché la circulation de la solidarité internationale dans certains endroits. Et donc, les milieux principalement blancs, hétérosexuels et riches, donc, ont été mis de l'avant. Et donc, avec l'avènement des nouvelles technologies, on arrive à démocratiser un petit peu les perspectives du secteur, à visibiliser davantage de perspectives et on arrive aussi à comprendre que nos partenaires du Sud manquent continuellement de ressources et de personnel. Et donc, nous devons aussi agir à titre de consultants et consultantes pour pouvoir leur permettre de gagner en autonomie. Et donc, les nouvelles technologies numériques nous aident à intégrer davantage de perspectives et d'équipes de travail dans les pays de l'Amérique du Sud et des pays du Sud grâce à l'avènement de nouvelles technologies. Je crois que la pandémie a amené de grands changements en matière de participation numérique. Il y a tellement de programmes et d'activités qui ont été transférés vers le web et je crois que ce royaume numérique est en train de donner accès à des personnes aux mêmes espaces de conversation où qu'elles soient sur la planète et de quelque communauté dont elles viennent. À Videa, notre équipe de jeunes sur l'action climatique, on parlait de la popularité croissante des vlogs, des podcasts et d'autres médias axés sur la résistance dans notre secteur. Notre équipe climatique travaille sur un podcast sur la justice climatique et c'est merveilleux parce que c'est une forme de résistance par la mise en récit qui peut ensuite être partagé et relégué comme un système de connaissances autochtone et un système d'échange de connaissances intergénérationnel. Je crois que l'intelligence artificielle, bien sûr, pose certains problèmes spécifiques. Ça évolue à une vitesse ahurissante et nous n'avons pas vraiment le temps de rattraper ce développement. Ça n'a été pas beaucoup exploré pour l'instant dans notre organisation parce que ce sont des technologies qui changent à tous les jours. Et alors, je crois que l'intelligence artificielle est perçu comme étant quelque chose d'un peu épeurant, un peu inaccessible, mais je crois qu'on peut l'utiliser comme outil de visibilité, de communication pour enrichir nos références et nos ressources dans de nombreuses langues différentes. On peut s'assurer de pouvoir obtenir des ressources qui sont disponibles et je crois que l'intelligence artificielle pourrait nous permettre de nous rapprocher de ces objectifs. Avant d'arriver ici, j'ai envoyé une ressource dans ChatGPT et je lui ai demandé de me réécrire ça dans un langage commun. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Et je crois que c'est une façon vraiment efficace d'utiliser l'intelligence artificielle lorsque nous nous déprogrammons de la culture professionnelle qui nous amène à utiliser beaucoup de jargon, par exemple. Donc, je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses pour augmenter notre accessibilité. Par exemple, je viens d'apprendre à utiliser Fillmore et Canva, des plateformes de création de contenu numérique, ce qui peut aider nos campagnes de communication. Et alors qu'il y a quelques
années, j'aurais été très intimidée à l'idée de faire ce type de travail. Alors maintenant, j'ai accès à des plateformes qui me facilitent la tâche pour ce type d'activité. Incroyable. Il y a deux éléments qui sont ressortis de ce que vous me dites. Premièrement, la déconstruction des barrières systémiques à la participation, que ce soit lorsque quelqu'un ne peut pas se déplacer pour quelque raison que ce soit, qui l'empêche de pouvoir participer à ces événements internationaux. Donc, cela commence à être un peu moins le cas maintenant qu'on fait de plus en plus d'activités en espace numérique. Et pour Canva, combien de personnes n'ont pas pu traverser les frontières pour venir faire un processus, pour venir faire une activité avec nous? Ça prendrait des processus de plusieurs mois et maintenant, il y a moins de barrières d'accessibilité active. J'aimerais voir davantage de ces phénomènes arriver. On a maintenant les plateformes numériques qui le permettent, donc c'est beaucoup de potentiel qu'on voit là-dedans. Et maintenant, l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle, eh bien, peut-être que ça pourrait nous permettre de faire plus avec moins, spécifiquement dans les secteurs à but non lucratif. Par exemple, j'ai déjà créé un programme pour jeunes et je l'ai traduire en 3 langues avec ChatGPT. Et bien sûr, j'ai eu besoin de faire en sorte que les textes soient révisés et adéquats, mais j'ai pu faire ça en 30 secondes, alors qu'il y a quelques années, ça leur aurait pris beaucoup plus de ressources et de temps à notre organisation. Donc, c'est assez intéressant d'y aller de cette façon-là. Mais bien sûr, il y a d'autres considérations éthiques autour de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Maintenant, Amanda, j'aimerais vous entendre pour que vous nous parliez de vos expériences avec ces technologies émergentes dans le contexte de votre travail. L'intelligence artificielle a été particulièrement intéressante en tant que consommatrice. Ça a été important, mais beaucoup de gens qui utilisent ces technologies l'utilisent pour des fins de traduction, mais souvent, elles ne vérifient pas le résultat pour s'assurer que ce soit une bonne traduction, ce qui mène à des communications de piètre qualité. Donc, ça fait en sorte que le contenu n'est pas adéquat ni fidèle selon dans quelle langue on lit le contenu et selon le nombre d'étapes de traduction par intelligence artificielle. Et donc, ça a été un enjeu dans nos conversations parce que les gens réalisent que oui, on peut utiliser ces technologies pour faire ce type de traduction, mais on a encore besoin de s'assurer que les contenus traduits sont accessibles, adéquats et que tous et toutes puissent y avoir accès de façon équitable. Les sous-titrages automatiques ont été un grand avancement dans les dernières années. Moi, j'utilise une autre technologie parce que quelqu'un m'a donné accès à un outil plus efficace et plus euh, fidèle au contenu pour me permettre une participation plus pertinente parce que si c'était du sous-titrage automatique, je n'arriverais pas à suivre et à contribuer à la conversation de façon équitable. Donc, pour moi, c'est un des éléments les plus importants qui explicite comment, oui, bien sûr, l'intelligence artificielle, ça a des bénéfices, mais on doit quand même s'assurer de la validité et de l'efficacité des informations, des renseignements et des données qui sont produites par ces technologies. Donc, on doit s'assurer de continuer de garder un œil et de vérifier le contenu qui est généré par les intelligences artificielles. Et si ce ne l'est pas, on doit pouvoir être en mesure de le corriger, de le réviser. J'ai vu des technologies de suggestion de rédaction automatique qui amenaient le texte à un endroit complètement absurde et sans rapport. Et donc, souvent, on doit soi-même évaluer l'efficacité de tel ou tel outil selon ce qu'on essaie de faire. Donc, par exemple, si je dois sous-titrer toute une vidéo, chose que j'ai déjà faite à de nombreuses reprises,
et qu'on essaye de générer des sous-titres automatiquement et les éditer au fur et à mesure pour s'assurer qu'elles soient correctes et qu'elles reflètent le contenu adéquat. Ça ne suffit pas de se dire, ah oui, 90% du contenu semble correct, ils vont comprendre. Non, ce n'est pas suffisant. Donc, par exemple, si vous avez un accent, si vous avez une voix plus aiguë, si l'algorithme de reconnaissance vocale n'est pas tout à fait mis au point, il ne comprendra pas votre discours. Et donc, il faut toujours garder un œil et rester conscient de ce pourquoi les technologies d'intelligence artificielle utilisent les données plutôt que de prendre pour acquis qu'elles feront ce qu'on veut. Donc, ça vaut toujours la peine de prendre le temps de réviser ces contenus et c'est là l'enjeu. Souvent, on utilise ce type de technologie-là pour sauver du temps. Peut-être que ça prend un peu plus de temps de s'assurer de réviser euh, votre contenu produit automatiquement et des fois, on se met à réviser le contenu et on se rend compte qu'on doit recommencer de A à Z. Donc, il faut Donc, par exemple, dans Zoom, il faut activer la production de sous-titrage automatique manuellement, alors que dans d'autres plateformes, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc, lorsque je suis dans une rencontre en ligne, je dois demander, OK, est-ce qu'il y a des sous-titres? Si vous ne les activez pas avant la conférence, je n'aurai pas accès au contenu. Donc, ça fait partie des questions un peu typiques que je dois souligner quand j'arrive dans une plateforme comme ici. Et donc, on doit comprendre son fonctionnement et aussi arriver à l'évaluer de façon critique pour réaliser si les services fournis par la plateforme correspondent aux besoins réels des participants et des participantes, si ça nous convient au niveau des échéanciers, de la charge de travail que ça prend pour faire un suivi adéquat de l'utilisation de ces outils automatiques. Je vois une petite transition en ce moment où les gens utilisent l'intelligence artificielle sans trop y réfléchir et se disent que ça leur donne l'accès à des outils d'accessibilité supplémentaires alors qu'ils ne font pas l'étape de s'assurer que les outils fournis de cette manière sont en fait adéquats et correspondent aux besoins réels des personnes. Et donc, nous devons continuellement continuer de nous éduquer sur ces technologies. Donc, par exemple, il y a des événements où il n'y a aucune fonction d'accessibilité, même si on est sur Meta, même si on est sur des plateformes super au point. Et donc, c'est ça l'importance de garder en tête ces éléments lorsque nous coordonnons nos activités en ligne. Et donc, on doit réfléchir aux plateformes qu'on utilise selon nos objectifs d'accessibilité. Oui, tout à fait. Je crois que ça nous amène très bien à notre prochaine question, mais avant d'y aller, je voulais juste souligner aux membres du public que vous êtes invités à poser des questions également. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez y aller par écrit dans la boîte de clavardage ou vous levez votre main par emoji. Si vous voulez contribuer, si vous aimeriez poser des questions à ces trois panélistes super éduqués, super renseignés et très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, que ce soit dans la boîte de clavardage ou dans la section questions et réponses. Nous avons une troisième question que nous avons préparée qui, en fait, se relie très bien à ce que vous disiez, Amanda, et ça concerne les considérations éthiques de notre utilisation de ces technologies émergentes. Donc, comme vous le mentionniez à l'instant, et c'est quelque chose auquel je m'identifie aussi, quand on utilise l'intelligence artificielle, ça renforce les biais cognitifs déjà existants. Donc, la base de connaissances dont ça s'inspire, c'est bien sûr la connaissance dominante de la culture dominante. Et bien sûr, puisque les cultures blanches créent ces outils, c'est ça qui reflète les discours véhiculés à travers la planète. Et donc, comment confronter ces biais cognitifs qui sont issus de la production de ces technologies et comment pouvons-nous réfléchir la façon dont l'intelligence artificielle manipule ou peut manipuler la réalité? Il y a des inquiétudes avec l'utilisation non consensuelle d'images érotiques ou privées par des personnes qui utilisent des images créées par intelligence artificielle de leurs partenaires ou d'utiliser des technologies d'affectation du ton de la voix pour pouvoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc, il y a des fonctions assez épeurantes qui sont proposées par ces nouvelles technologies qui peuvent altérer la façon dont on communique, dont on voit la réalité et dont certains discours sont privilégiés
au détriment de certains autres. Et donc, dans votre travail, est-ce que ce sont des dynamiques avec lesquelles vous faites affaire? Comment faites-vous pour faire le point dans ces considérations éthiques dans ce contexte émergent cette technologie? Oui, je crois que la question de l'intelligence artificielle est tout à fait très nouvelle et ça continue d'influencer les façons dont on travaille, dont on réfléchit. Et lorsque vous parliez, j'essayais de réfléchir à la meilleure façon d'articuler ce point de vue. Et c'est peut-être le fait que l'intelligence artificielle sert à améliorer le contenu et non à créer. On devrait l'utiliser pour améliorer un document qui ensuite doit être révisé. J'ai essayé de produire des sous-titres automatiquement générés pour une vidéo sur laquelle je travaillais et bien sûr, j'aurais vraiment juste dû le faire moi-même parce que le temps que ça m'a pris pour le réviser a dû être environ la même période de temps que j'aurais fait pour en faire un premier brouillon moi-même. Et donc, lorsqu'on parle de considération éthique, il y a beaucoup de vulnérabilités à prendre en compte qui confrontent notre capacité de ce secteur à créer des communautés et des espaces sécuritaires de confiance et d'éviter donc de... Je crois que le pouvoir des technologies amène de nombreuses nouvelles responsabilités. Et même si nous avons de nouvelles plateformes à utiliser, nous devons continuellement réfléchir à qui est responsable de nos communications, des messages qu'on circule, comment s'assurer de, d'éviter de mal représenter nos collègues à l'international dans nos activités de communication. Et nous avons vu les impacts de choses comme le hacking de séances Zoom où on se fait bombarder par des perturbateurs qui visent cibler les espaces radicaux, les communautés marginalisées, les espaces d'activisme social. Et ce type d'activités de trolls peuvent vraiment être traumatisantes pour les personnes qui tentent de participer dans des espaces de résistance et de solidarité dans leur domaine. Et donc, on peut en venir avec des espaces vraiment non sécuritaires dus à la nature de ces technologies. Les enjeux qui sont reliés aux technologies émergentes, bien sûr, ne sont pas uniquement technologiques, elles sont profondément ancrées dans les dynamiques sociales et les dynamiques de pouvoir social. Et donc, comme disait Sydney, l'utilisation de l'intelligence artificielle peut être utilisée comme une arme. Et ça aussi, c'est ancré dans la façon dont la société conçoit les femmes, la diversité genrée, sexuelle et l'humilité qui est assignée à certaines choses. Et donc, je crois que ça a été mentionné plus tôt, mais nous devons comprendre que même si nous sommes en présence de technologies émergentes et d'un environnement changeant, l'écart numérique demeure un des enjeux éthiques les plus pressants de notre époque. Et donc, la technologie, oui, promet une grande communauté internationale, mais ce n'est pas vrai que tout le monde a accès à cette communauté numérique. Et c'est le résultat et les ramifications euh, d'une violence coloniale de long terme. Et dans la poursuite d'une solidarité internationale, nous devons reconnaître que de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès aux biens et services numériques de base et cela perpétue un cycle d'inéquité. Et donc, à Vidéa, lorsque nous travaillons avec notre équipe en Ouganda, nous fournissons beaucoup de flexibilité dans notre espace de travail pour reconnaître que l'interconnectivité peut toujours faire faux bond et ce sont des enjeux qui ne devraient pas être un facteur décisif de si quelqu'un est équipé ou non pour travailler dans ce secteur. Les enjeux de connectivité ne déterminent pas le niveau de connaissance et de compétence des personnes. Et c'est important qu'avec ces technologies en montée, que nous continuons de développer des ressources physiques et des réseaux de communication, des réseaux relationnels qui sont hors ligne. Et donc, en comprenant qu'est-ce qu'une communication éthique, on en vient à vouloir traiter nos espaces numériques comme un espace continuel où on tente d'établir des communautés de soins, de réciprocité, des communautés bienveillantes et nourrissantes où la sensibilité culturelle est non négociable. Le milieu numérique
devraient être des espaces où les peuples, les cultures, les connaissances et les traditions sont respectées, célébrées et non pas utilisées, réappropriées de manière à tenter donc de diluer les termes du féminisme, de la décolonialité, etc. Donc, nous devons continuer de faire preuve de leadership, de bienveillance et d'amour. Et donc, les interactions que nous avons en ligne devraient être vues comme des occasions pour une communauté, pour le renforcement des liens de communauté et pour le partage de valeurs communes, et non seulement comme une façon de se mettre en scène ou de gagner de la visibilité. J'adore ces réflexions. Je vais maintenant passer la parole à Amanda qui pourra nous parler de ses considérations éthiques. J'aimerais beaucoup vous entendre parler de comment vous avez peut-être réussi à contourner certaines de ces obstacles grâce à l'utilisation de technologies émergentes et ce que vous proposeriez aux membres du public qui tentent de trouver des façons d'utiliser ces technologies de façon éthique. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que Brianna disait. Donc, de nombreuses vulnérabilités sociales sont exacerbées par l'avènement de technologies d'intelligence artificielle, et cela partout, et non seulement dans les espaces physiques. Souvent, c'est une question de choix personnel. Donc, en matière de communication et d'approche, donc nous devons garder en tête que les décisions, les limites et les écarts d'accessibilité technologique soulèvent des possibilités d'inclusivité, d'environnement plus accueillant, où on a affaire à moins de barrières d'accès, moins de restrictions, où les gens ont tendance à ne pas se sentir vus ni respectés. Donc, dû au processus décisionnel, c'est là qu'on arrive à établir des meilleures méthodes. Par exemple, lorsque je veux participer à un événement en ligne, juste le fait de m'assurer que toutes les fonctions soient disponibles, c'est trop d'énergie. Et donc, je n'ai pas accès aux mêmes technologies que les autres. Je parle à mon téléphone parce que j'ai eu beaucoup de changements d'outils numériques et je dois maintenant trouver des nouvelles façons de contourner. Donc, c'est comme ça que je dois travailler jusqu'à ce que j'ai un microphone qui marche bien avec mes écouteurs. Donc, ce sont le type de changements inattendus auxquels on doit souvent faire face. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un demande des questions spécifiques en termes d'accessibilité, le fait de ne pas répondre à ces questions, ça les empêche d'avoir accès à l'espace numérique. Donc, il faut, il faut faire attention au processus décisionnel qui soutient l'utilisation des technologies, l'intégration des technologies dans le flux du travail et cette étape nécessaire de validation du bon fonctionnement et de l'efficacité des outils utilisés pour vraiment inclure les personnes. Et donc, c'est beaucoup de ça dont il faut que je parle dans mes communications et dans mes rapports au travail parce que ce n'est pas quelque chose à quoi tout le monde aime réfléchir. Et donc, je dois travailler avec les personnes à qui ça tient à cœur pour pouvoir s'assurer que leurs efforts ne sont pas nuls, en fait, et qu'elles soient réellement accessibles aux personnes qui partagent ma condition. Et donc, ça fait partie des choses qu'il faut tenir en compte lorsqu'on réfléchit à une politique d'inclusivité.
J'adore cette intervention et j'espère que vous avez pu voir tous les cœurs qui sortaient dans le chat parce que ça a vraiment résonné pour beaucoup de personnes et ça parle spécifiquement de cet effort de communication qui cherche à étendre la pensée. On n'essaye pas non seulement de communiquer à tout le monde, mais bien de rejoindre les bonnes personnes et même lorsque les participants et les participantes pourront revenir dans leur travail, planifier leurs propres activités, elles pourront réfléchir à vos interventions. Je vais aussi maintenant passer la parole à Lauren pour qu'elle puisse nous parler de son travail en considération éthique pour les technologies émergentes. Oui, je crois que Amanda avait des commentaires très pertinents à ce sujet, donc je ne vais pas trop m'étendre. Mais par exemple, nous avons tenu un événement sur l'utilisation éthique des images dans le secteur international. C'était un peu avant que l'intelligence artificielle devienne un enjeu où est-ce qu'on ne savait pas trop comment on allait utiliser ces images, comment ça allait circuler en ligne, mais une des organisations avait remarqué que certaines des participantes étaient de jeunes femmes qui prendraient leurs photos pour mettre sur leur site web ou dans leurs réseaux sociaux ou pour obtenir du financement. Ils ont trouvé que ça les mettait dans des situations très à risque où est-ce qu'il y avait beaucoup d'enjeux reliés au trafic sexuel ou au trafic illégal de leur image ou de leurs photos. Et donc, ils ont fait la décision de ne plus montrer d'espace de participants-participantes quand ils prenaient des photos. Ils ont même dit, OK, c'est un défi de plus, nous devons être créatifs, comment aborder la prise de ces photos, mais ils ont aussi trouvé que c'était assez excitant de changer d'approche. Donc, ils ont eu la chance d'être un peu plus créatifs et de démontrer différentes parties de leur programme qui avait beaucoup de succès, puis c'était pas juste quelques enfants qui travaillaient sur quelque chose puis de montrer leur visage. Je pense que c'était vraiment incroyable qu'elles ont eu cette réflexion elles-mêmes et ont mis ces euh, principes en place. Et donc, nous, on a fait quelque chose de similaire le plus possible dans nos organismes. Donc, on rentre dans les écoles des fois pour offrir de la programmation, puis même si les enfants ici au Winnipeg sont très à l'aise de voir les téléphones cellulaires, de prendre des photos, de les partager. C'est pas quelque chose que nous voulons faire. Alors non, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ces photos. Donc maintenant, pensez aux intelligences artificielles et la façon qu'on contribue à cette corpus de photos en ligne. C'est juste une autre dimension sur laquelle on peut être éthique dans notre contribution à le développement de ces outils. C'est une excellente réflexion parce que clairement, dans le travail international ou en coopération internationale, l'objectification d'individus dans les images est un énorme enjeu et ça ne va seulement être renforcé par les intelligences artificielles comme tu l'as identifié. Donc, essayer de penser aux autres comme les individus en tant que personnes entières et pas juste des outils qu'on peut mettre à l'œuvre pour débloquer du financement. C'est très important. On a beaucoup de questions qui ont rentré, alors je pense qu'on va y aller tout de suite avec les questions de la public. Puis, Brianna, tu as touché là-dessus, mais on va aller en plus de profondeur peut-être. Et la question, c'est s'il y a des panélistes qui ont eu l'expérience à faire la médiation entre des points de vue euh, oppo- oppositionnels dans une groupe marginalisée. Je suis certaine qu'il y a une diversité d'opinions, point de vue d'utilisation des intelligences artificielles. Et on sait qu'une des tactiques classiques utilisées par les pouvoirs coloniaux, c'était diviser pour conquérir. Et Brenna avait donné l'exemple d'essayer de mettre les peuples autochtones en opposition avec les personnes immigrantes. Donc, comment est-ce que vous avez vu ces sortes d'oppositions, puis comment est-ce que vous avez réussi à les résoudre dans votre propre travail? Je peux essayer d'y répondre. Je pense avec l'augmentation qu'on a vue dans les nouvelles technologies, il y a de plus en plus de compréhension de qu'est-ce que c'est un algorithme et la façon qu'on se fait renfermer dans des silos numériques. Et on a tendance à juste voir les choses qui renforcent nos propres valeurs. Et donc, je pense que ça crée des espaces où il y a des points de vue qui diffèrent des fois de manière très radicale. Donc, en approchant ces conversations, je pense qu'il faut euh, prendre du soin
Mais pour des personnes qui font face à des enjeux de racisme, le colonialisme dans un système capitaliste, leur demander d'être calme et d'écouter les autres dans cette situation, c'est simplement une autre façon de dicter la façon que les personnes qui sont marginalisées devraient parler de leur propre expérience. Donc, je trouve que la question est intéressante parce que c'est c'est une question comment qu'on peut faire une médiation dans ces espaces, mais sans demander des personnes marginalisées de mettre à l'aise les personnes qui sont en train de les confronter. Et donc, d'essayer de vraiment comprendre d'où qu'elles viennent, cette sorte de conflit, qui a le droit de participer dans la perception de plusieurs différents points de vue. Une chose que je voulais mentionner, qui est nos employés en la Zambie, en Ouganda, ils n'ont pas de Wi-Fi, ils achètent des données. Donc, quand on sort des communications qui sont très grandes, de longues vidéos, on force des personnes dans le sud international pour pouvoir avoir une connexion avec nos messages, de payer pour cet accès parce qu'il faut payer, qu'elles payent pour leurs données, puis c'est pas illimité comme que c'est ici. Donc, même juste leur droit de participer dans des espaces qui sont peut-être plus radicaux ou qui présentent différents points de vue, c'est un privilège pour certaines personnes qui ont plus d'accès. Des excellentes réflexions à ce sujet. Est-ce que il y avait d'autres panélistes qui voulaient répondre à cette question ou partager de vos expériences? Je ne peux pas penser quelque chose sur le tas ici, mais Liana a mentionné la façon que différents services comme Google vous connaissent et essaient de vous donner qu'est-ce qu'ils pensent que tu veux. Ça peut être difficile de trouver différents points de vue. Une chose que j'essaie toujours de faire, c'est d'essayer de prendre nos nouvelles de différentes sources, mais d'être plus actif dans cet effort. Une chose que j'ai mis en place dans le conseil à Manitoba avec notre équipe de médias sociaux. Oui, on a quelqu'un attitré aux communications qui était responsable là, pour les médias sociaux et j'ai mis toute notre équipe là-dessus. Puis on a donné à chaque personne un jour parce que chaque personne a différents intérêts. Ils vont aller les chercher et donc ça diversifie ce qu'on voit avec quoi qu'on interagit euh, par rapport à avoir juste une personne qui est intéressée juste sur leurs propres éléments spécifiques. Donc, je pense qu'une chose qu'il faut faire, c'est d'aller chercher ces différents points de vue, particulièrement sur une opposition ou une autre. Mais ça prend plus de travail, mais je pense que c'est vraiment important si on veut travailler dans un espace communicatif qui est éthique et compréhensif. Et ça me fait penser, mais je pense que ça, c'est comme un mot-clic avant là, les chambres d'écho, qu'on voit seulement le contenu qu'on veut voir, avec lequel on a une relation. Donc, il y a beaucoup de récits qui sont exclus et parmi lesquels ça pourrait en avoir que tu voudrais voir ou d'autres qui sont en opposition directe avec vos expériences vécues. Et je trouve que c'est intéressant d'entendre cette stratégie. J'espère que nos participants, participantes gardent ça en tête, d'avoir toujours des individus qui font l'engagement pour pas trop entraîner l'algorithme. Une chose que je fais, c'est de fermer mon microphone dans beaucoup de différentes applications pour que ça ne soit pas en train d'écouter les différentes choses que je suis en train de dire. Bien sûr, les algorithmes sont quand même influencés par beaucoup de différentes choses, mais au moins je peux limiter les éléments que c'est en train d'écouter. Puis, euh, comme ça, on essaie de pas simplement se faire donner le même récit continu. Amanda, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose lié à votre expérience? Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'expérience avec ça. Je suis habitué à voir différents points de vue sur l'accessibilité de qu'est-ce qui est
bien, puis qu'est-ce qu'on devrait avoir en place, parce que ça, c'est les corporations nous mettent de l'avant. C'est ça la technologie qu'on vous donne, puis on fait bien. Et donc, d'autres personnes qui disent, ben voici le standard que nous, on voudrait voir. Et ça crée des points de vue qui peuvent être en opposition. Qu'est-ce que les personnes qui pensent bon, qu'est-ce qui est bien, puis d'autres qui pensent qu'il y aurait d'autres choses. Et on a bien sûr nos propres expériences uniques et on ne connaît pas toujours la situation de toutes et tous qui forment leurs approches, la façon qu'elles réagissent à différentes situations, les technologies qu'elles ont besoin, que ce soit numérique ou technologie physique. Et donc ça peut nourrir des oppositions perçues, qu'on peut des fois être trop pris dans notre point de vue, puis on peut oublier de penser à qu'est-ce qu'on manque dans notre vision. Et donc je pense que pour se former en communication de manière éthique, il faut qu'on se dise je vais mettre de côté qu'est-ce que moi je vois déjà. Qu'est-ce que les autres sont en train de voir? Qu'est-ce qu'il faut que je considère des éléments qui pourraient créer des torts pour des autres? Et donc, de pouvoir comprendre et avoir un point de vue plus large. Mais ça peut être difficile de trouver quand on reçoit tout le temps la même information ou si tu es comme moi et vous essayez de limiter votre contact avec ces médias. Juste pour la quantité qui est là. Des fois, ça peut être aidant de retourner dans le monde physique, mais à d'autres temps, c'est vraiment une question de savoir quelle question il faut poser. Oui, absolument. Un des éléments que je t'ai entendu mentionner, c'est l'exemple du sous-titrage qui est 90% euh, une précision de 90%, et mais je vois très rarement même 90% d'exactitude quand c'est généré dans une automatique. Et quand je travaille dans une entreprise technologique et un défi que j'ai avec mes collègues, des fois, on renforce cette idée que 70-80% d'exactitude, c'est assez pour que les personnes puissent s'engager, mais ce ne l'est pas. On a besoin d'avoir cette 100% pour que ça soit réellement inclusif pour tout le monde. Et je pense, comme tu l'avais dit, ça a tendance à renforcer l'idée populaire. Ben, vous devriez être satisfaite avec 90%, au moins c'est pas zéro. Mais je pense que c'est un grand problème on entend beaucoup, cette sorte de rhétorique. Le message ici, je pense que c'est on ne devrait pas être satisfaite avec ça. On devrait utiliser nos voix pour dire ce n'est pas adéquat. Il faut que ça améliore et nous allons utiliser d'autres plateformes qui vont mieux le faire si vous ne faites pas ce changement de votre côté. Oui, vas-y, Brianna. Moi, je pense à une expérience que j'ai eue la semaine passée pour quelqu'un qui est neurodivergente. Les courriels, c'est une des pires choses dans le monde. Pour moi, j'haïs les courriels. Moi, mon organisme utilise WhatsApp beaucoup. J'aime cette communication rapide, mais je fais partie d'une autre communauté qui aime des chaînes de courriels, beaucoup d'entre eux à chaque jour, et j'ai beaucoup de difficultés à rester à l'affût. Et pour retourner à ce que Amanda disait, c'est le conflit quand tu mets de l'avant tes besoins d'accessibilité. Quand je dis, y aurait-il une façon qu'on pourrait créer un Slack ou quelque chose qui me permet de suivre les trois chaînes de courriels qui sont sur le même sujet et de recevoir une longue courriel en retour que j'admets, je n'ai pas lu. J'ai lu les trois premières lignes, puis je me suis dit, non, non, ça, c'est pas pour moi. Mais c'était quelque chose en ligne de, ceci est ton responsabilité, puis je suis pas payé pour faire ça, c'est pas mon emploi, c'est ma responsabilité. En tant que professionnel, il faut faire ceci, mais non, c'est pas tout le cas. Donc, même quand il y a un conflit en communication qui est lié au contenu, il y a aussi des conflits liés à l'accessibilité. Parce que pour pouvoir la responsabilité de mettre en question la façon que les choses sont faites, ont toujours été faites, ça peut être très difficile à entendre pour d'autres personnes qui le font de cette façon-là depuis longtemps.
Donc, moi, je suis un grand amateur des alternatives. Moi, j'utilise un outil de suivi de tâches à laquelle mon collègue a accès. J'aime beaucoup que ça m'aide à rester redevable envers LE, mais je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de barrières quand on discute de les technologies émergentes et la façon qu'on peut l'utiliser quand on n'est pas prête à faire des changements qui sont fréquemment simples pour qu'un espace devienne plus accessible. Oui, j'adore quand on a un panéliste qui partage quelque chose et ça amène quelqu'un d'autre à une nouvelle idée. J'adore ce dynamisme. Ça m'amène à une autre question du public. Je ne sais pas si on entend d'y aller en détail, mais il y avait une question en lien avec les services que vous recommandiez pour améliorer l'accessibilité. Donc, tu as mentionné l'utilisation d'un outil pour suivi de tâches, différents modes de communication, que ce soit WhatsApp, Slack, courriel. Mais si les autres panélistes, vous pouvez penser à d'autres outils ou ressources que vous vouliez partager, peut-être dans le boîte à clavardage pour des organismes qui essaient d'améliorer leurs pratiques. Je pense qu'il y a beaucoup de technologies qui existent, mais des fois, ils sont très coûteux, ils ne sont pas accessibles pour tout le monde. Donc, si vous avez des recommandations, veuillez, s'il vous plaît, les partager et on va aller à notre dernière question. Et je vais le poser peut-être dans une différente façon pour vous donner toute la chance de mettre de l'avant le travail que vous êtes en train de faire. Donc, c'est une question du public. C'est quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui essaye de commencer une carrière dans le secteur de la communication éthique? Et donc, si vous vouliez peut-être partager le travail que vous êtes en train de faire ou les choses que vous vouliez que le public va voir, que ce soit votre Twitter, un projet sur lequel vous travaillez, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde de pouvoir aller voir des choses par après. Donc, vos conseils puis du travail que vous vouliez mettre de l'avant. Vas-y, Laurie. Ah non, j'espérais avoir une minute de plus pour y penser. Oui, c'est une super question. Donc, en matière de communication éthique, comme je le mentionnais, je crois que c'est une façon d'ouvrir ses antennes à différentes perspectives. Au Canada, CBC News est une bonne plateforme. Il y a une application, on peut la télécharger, mais ce n'est pas la seule source de nouvelles. On peut aussi avoir une perspective internationale en consultant d'autres sources. Donc, c'est juste toujours une bonne idée de diversifier le contenu dont on s'inspire. Même le fait de participer à des événements comme ceux-ci, ça donne la chance de voir qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce qui marche bien. Et je crois que Sydney, tu parlais de sous-titrage et donc peut-être qu'on pourrait ramener ça dans nos prochains événements pour s'améliorer. Donc, si vous êtes dans le milieu de la communication, on n'a pas le choix un peu de sortir de son antre, voir un peu se mêler à différentes solutions. Et même si on ne fait pas de vidéo, on peut en regarder, on peut s'éduquer sur la question lorsqu'on lit des livres, on peut lire différentes perspectives variées, différents genres littéraires. Je crois que ça aide vraiment beaucoup les gens qui travaillent en communication et aussi de toujours rester ouverte à apprendre, continuer d'apprendre. Ce qu'on a fait il y a un an, c'est différent de ce qu'on ferait aujourd'hui. C'est super, c'est le progrès, c'est normal et c'est comme ça qu'on arrive à voir notre progrès. Je l'ai mentionné plus tôt, mais il y a un manuel ou une référence linguistique qu'on peut utiliser. Ça a déjà été mentionné dans un conseil où moi je travaillais. On avait toute une conversation interne à ce sujet. Et bien sûr, pas tous les mots ou les termes n'étaient tout à fait adéquats pour nous. Et c'était une super conversation aussi de décortiquer un peu quels mots nous semblaient adéquats, lesquels moins. Et donc, ce n'est pas seulement une question d'appliquer toutes les recommandations des références ou des guides à la fois, mais bien d'entamer une réflexion intentionnelle. Nous avons lancé une campagne de financement sur Instagram sur le langage inclusif et je crois que pendant 2 mois, nous avons publié différentes publications sur le langage inclusif en expliquant pourquoi on veut utiliser tel ou tel mot, en expliquant un peu d'où provenaient ces théories. Et donc, ça nous a ramené à ce besoin d'aller chercher de l'engagement du public. Des fois, sur Instagram, ça ne va pas très vite, mais si certaines personnes les repartagent et qu'on continue d'y réfléchir, alors on peut avoir un petit peu d'effet de boule de neige qui peut vraiment faire une grosse différence. Et c'est un peu ça, l'art de la communication. Donc, voilà quelques commentaires éparses sur la lecture, l'exploration, les communications et la façon dont on peut regarder ce que d'autres personnes font. Et Amanda,
j'aimerais vous entendre parler de votre perspective. Donc, par exemple, les différentes interprétations selon comment les choses sont formulées. J'encourage aussi ma propre équipe à demander aux autres de lire leur contenu, même par courriel. On passe tellement de temps à réfléchir à telle ou telle chose, mais lorsque nous ne sommes pas la personne qui rédige, des fois, on peut ne pas comprendre l'information telle que voulue. Et donc, ça peut être une pratique récurrente qu'on peut faire pour se soutenir et pour s'entraider. Oui, merci. Et continuer d'aller vérifier ce que fait l'organisation de Lauren en termes de langage inclusif. Et souvent, dans des petites organisations, on n'est pas vraiment formé en communication. On finit juste par le faire parce que c'est nécessaire. Alors, j'adore ce qui vient d'être mentionné. Ce n'est pas obligé d'être parfait. On peut apprendre au fur et à mesure et tant qu'on s'engage à continuer ce processus d'apprentissage, c'est vraiment ça la base de la communication éthique. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Amanda. Est-ce que vous aimeriez nous partager des conseils ou des références à aller continuer d'explorer après ce webinaire? Oui, je crois que beaucoup de ce qui a été dit par Lauren fait écho à ce que j'aurais à vous dire aussi. Dans la communication, c'est tout le temps une question d'impliquer constamment de nouvelles personnes, de constamment s'adapter au contexte. Donc, par exemple, si une information est mise à jour, si de nouvelles perspectives sont partagées, s'il y a un nouveau sujet qui devient important et qui nous donne l'occasion d'aller pousser ses connaissances sur de nouveaux sujets. C'est un peu ça la communication pour moi. Et la partie la plus importante pour moi, c'est de continuer d'apprendre et de remettre en question les systèmes dominants de manière à pouvoir se dire, OK, voici ce qu'on a en ce moment, quelles sont les autres choses qu'on peut faire pour changer un peu d'approche. Une autre façon dont on peut s'y prendre, c'est d'inclure plus de personnes dans ces échanges, d'intégrer plus de perspectives. Donc, c'est toujours une bonne idée un peu de s'ouvrir à ce que font les autres parce que, on peut toujours avoir la chance d'apprendre d'autres initiatives qui sont un peu différentes des nôtres. Partager le message, continuer le dialogue sur quel type de changement on vise dans nos milieux. Et donc, nous devons continuellement être prêts à se transformer, s'adapter. Ça peut inclure de nouvelles technologies qui devront être rendues de plus en plus disponibles, mais il y a aussi des technologies très sensibles que nous devrons peut-être apprendre à utiliser et intégrer de façon la plus accessible possible à nos activités. Et donc, c'est un processus d'apprentissage continu qui exige de la volonté, de l'enthousiasme. Ce n'est pas supposé être une obligation, mais être basé dans un réel désir d'être plus inclusif, d'être plus sensible aux sentiments des autres et à leur réalité. Et c'est un peu ce que je dirais. Je n'ai pas nécessairement décidé d'aller en communication moi-même. Je me suis juste retrouvée à ma place dans ce domaine. Donc, malheureusement, votre interprète n'entend pas très bien ce que Madame Amanda dit en ce moment. Pardon, votre interprète a manqué les derniers mots. Merci, Amanda. J'aime comment vous parlez de ses compétences, de l'empathie et de s'assurer d'inclure cette éthique dans son travail. La dernière parole, je donnerai à Brianna. Je sais que vous venez de nous envoyer beaucoup de références utiles dans le chat, mais on vous écoute.
Oui, je crois que de pratiquer l'humilité, c'est vraiment très important. Je crois que c'est un principe directeur, en fait, de pouvoir réfléchir aux façons dont on communique et d'avoir l'humilité de se faire confronter sur la façon dont on communique, qui peut parfois avoir des conséquences non intentionnelles, même si ce n'est pas le résultat espéré. Les actions réelles ne sont pas toujours alignées avec les intentions d'origine. Et donc, il faut toujours euh, avoir la possibilité de regarder un peu ce qui se passe dans votre organisation. Si tout le monde vous ressemble, ont les mêmes opinions de vous dans votre équipe, eh bien, peut-être qu'il y a de la restructuration à faire parce que votre organisation ne devrait pas être homogène et être habité par seulement des personnes qui pensent comme vous. S'il n'y a pas d'occasion de réflexion et d'avancement, de progression, alors on n'est pas dans un contexte collaboratif. Et j'ai mis plus de ressources dans le chat. Donc, des ressources en matière d'inclusivité, aussi avec une publication de réseaux sociaux, notre programme sur la gentillesse en ligne. Et lorsqu'on parle de communication éthique, c'est vraiment une question d'évaluer qui est en mesure de communiquer au nom de votre organisation, qui ne devrait pas communiquer au nom de de notre organisation, qui est-ce que vous aimeriez mettre de l'avant pour partager vos messages lorsqu'on est dans une communauté de solidarité internationale dont les objectifs sont ceux du domaine de la solidarité internationale. Ça veut dire qu'il devrait y avoir une équipe diversifiée qui parle de nombreuses différentes perspectives reliées au travail de l'organisation donnée. Et donc, je crois que la communication éthique, c'est différent de contexte en contexte. Si vous jetez un œil aux documents de référence, vous allez voir qu'il y a beaucoup de commentaires et de matériel. C'est très accessible. Il y a des commentaires qui expliquent pourquoi tel et tel contenu a été retiré ou ajouté. Et nous avons pu consulter les participantes pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils croyaient être pertinent. Donc, il faut ajouter les personnes à nos communications. Ce n'est pas juste une question de citer les gens, mais vraiment de les intégrer comme étant des humains complexes et donc de dire cette personne-là pense que c'est très important qu'on parle de cet enjeu, qu'on s'assure d'être responsable vis-à-vis les valeurs qu'on promeut. J'aimerais juste t'interrompre avant que Sydney reprenne la parole. Vous disiez, Brianna, que des fois, on est dans des contextes très homogènes. Vous savez, cette vieille exception qui se ressemble, s'assemble. En fait, les grands esprits pensent souvent de façon différente et c'est pour ça que c'est important d'avoir une diversité de points de vue. Ça m'a fait penser à ça et j'adore cette idée que vous disiez, en fait, qu'on a vraiment besoin de la diversité dans la composition des équipes. J'adore, je crois que c'est vraiment une bonne conclusion à garder en tête. Si vous êtes la meilleure autorité sur vos expériences vécues et vous n'avez pas besoin d'être une grande présentatrice, une grande élocutrice publique pour même très bien vous exprimer. J'ai toujours du mal à trouver mes mots. Je fais je fais quand je parle au micro. C'est correct, vous êtes humain, humaine, on fait tous des erreurs et je crois que c'est plus facile à faire à dire qu'à faire, mais n'hésitez jamais euh, à partager ces choses qui vous tiennent à cœur. On se fait toujours dire de s'effacer si on n'est pas parfaite et c'est principalement impossible à respecter comme directive. Brianna, allez-y. Oui, je crois que c'est un point très important à chaque fois que je parle ou que je prends la parole devant le public. Je le dis tout le temps, je suis nerveuse en ce moment et je crois que juste le fait de mentionner ça, de parler de ses sentiments, c'est ça qui nous rend un expert, une professionnelle. Non, le fait de faire semblant qu'on sait tout et qu'on a la réponse à tout. C'est normal, on est nerveux, on est nerveuse, on est des humains.
Et c'est pour ça qu'on m'a rappelé de ralentir un peu parce que des fois, je suis trop nerveuse et je veux dire le plus de contenu possible dans un tout petit moment euh, en ligne. Et donc, ça m'a fait penser à ça. J'adore. Nous sommes tous et toutes des présentatrices publiques. Nous allons toujours communiquer dans notre travail. Et donc, allons dans notre travail, communiquer de façon éthique. Merci beaucoup à tous nos panélistes de nous avoir partagé vos expériences tellement intéressantes, tellement pratiques et concrètes. Je veux aussi remercier l'équipe du Conseil interrégional. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ces échanges. Et je veux aussi remercier nos interprètes parce que je sais que c'est un travail difficile. Vous faites très excellente et nous faites en sorte que nos conversations sont accessibles en anglais et en français. On apprécie votre travail. Merci. Julianette, je te passe la parole pour bien clore cette séance ensemble et merci à tous et toutes de votre participation. Merci beaucoup, Sydney, et à nos panélistes. J'ai pris beaucoup de notes. Merci de nous avoir partagé vos réflexions. Pour conclure, Mathéo va vous envoyer un sondage de satisfaction. Merci de prendre un instant pour nous donner vos impressions aujourd'hui et on se voit à nos prochains événements en ligne. Merci beaucoup, Sydney, Jean et Fanny, pour le bon travail que vous avez fait aujourd'hui. Et vous pouvez suivre chacune de ces panélistes sur les plateformes dont nous vous ferons parvenir les adresses sous peu. Et donc, merci beaucoup de votre participation, tout le monde. Et nous avons hâte de vous retrouver sous peu.